Sud Radio, le débat de la semaine. La France doit-elle soutenir davantage l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ou plutôt l'Ukraine dans la guerre que la Russie lui mène depuis le 24 février dernier du moins? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez sur Twitter pour l'instant, vous dites massivement non. On sent que vous les ressentez, les sanctions du moins économiques et ses effets sur la France. On va en parler évidemment avec nos invités. Vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques minutes, on donnera la parole à plusieurs d'entre vous qui voulaient la prendre. Je vous présente nos invités pour en débattre. Benjamin Haddad, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député de Paris, porte-parole du parti Renaissance, La République en marche en d'autres termes, mais c'est le nouveau nom depuis quelques jours. Nous sommes avec Lamia El Harraj, bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole du Parti Socialiste et conseillère de Paris. Et Victor Catto est avec nous également, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Nord. Juste avant de parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie, une image qui avait fait énormément réagir, c'était vos camarades, pour deux d'entre vous en tout cas, députés collègues, députés insoumises, qui ont posté une photo d'elle avec une affiche de soutien aux femmes iraniennes. Ça vous a choqué, Lamia El Harraj? Vous vouliez en dire un mot en quelques secondes? Oui, disons que ça m'a un peu surpris. Je trouve ça quelque peu paradoxal. Et donc j'ai juste une question, c'est est-ce que du coup la France insoumise va continuer à soutenir l'alliance bolivarienne et l'adhésion de la France à l'alliance bolivarienne, puisque comme chacun le sait, cette alliance bolivarienne comporte aussi comme adhérent l'Iran, une grande démocratie, comme chacun le sait. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule du matin. Bon, le message est passé. J'imagine qu'il n'y a de partisans ni de l'alliance bolivarienne à cette table, ni évidemment de la répression des femmes iraniennes, puisque tout le monde ici les soutient. Donc je vous propose que nous parlions maintenant de la situation ukrainienne. Deux actualités. D'une part, une mobilisation officiellement partielle, bien qu'il semble que le régime russe, en tout cas, mobilise assez largement des hommes, de tout âge d'ailleurs, contre l'Ukraine. Et d'autre part, on a 4 référendums, en tout cas présentés comme tels, dans 4 régions, qui sont soit totalement, soit partiellement occupées par l'armée russe ou par ses soutiens. Est-ce que la France peut faire davantage pour aider l'Ukraine aujourd'hui? Première question pour vous, Victor Catto. Écoutez, la grosse problématique, c'est que depuis quelques mois, quelques semaines, on a mis de côté effectivement des débats, l'accord de paix. Je pense qu'effectivement la solution n'est pas la guerre, n'est pas l'armement, mais c'est effectivement une négociation qui doit avoir lieu et des discussions pour trouver un accord de paix entre du coup la Russie et l'Ukraine. Et la France, en tant qu'État-nation, comme une grande nation européenne, doit prendre part effectivement à cet engagement et aider à ce qu'on puisse trouver une issue favorable évidemment à l'Ukraine. Ça n'empêche pas de condamner évidemment fermement, et comme l'a fait Marine Le Pen le 24 février, le jour même effectivement de la déclaration de guerre, condamner fermement effectivement l'invasion russe en Ukraine. Mais effectivement la solution sera la diplomatie. Alors d'ailleurs, vous disiez déclaration de guerre. Officiellement, la Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine, puisqu'elle ne lui a pas déclaré. Dans les faits, elle bombarde la moitié du pays, voire les 2 tiers, et elle en occupe une bonne partie. Donc c'est de facto une guerre. Benjamin Haddad, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en même temps? Écoutez, déjà, vous savez, il ne faut pas que la paix ce soit une soumission à l'agresseur ou un encouragement de l'agression. Tout le monde est pour la paix. Il n'y a qu'un seul acteur qui s'y dérobe, c'est Vladimir Poutine, qui a agressé, envahi l'Ukraine depuis le 24 février. La question aujourd'hui, c'est comment mettre fin à cette guerre? Eh bien, en donnant aux Ukrainiens les moyens de se défendre, les moyens de repousser l'envahisseur. C'est ce qu'on fait depuis le 24 février avec les livraisons d'armes. La France, avec ses partenaires européens et américains, avec les sanctions qui commencent vraiment à porter leurs fruits. La Russie est en récession, ses réserves de cash sont réduites à néant, elle ne peut plus importer aujourd'hui. Pas encore tout à fait. Là, cet été, ça s'est vraiment effondré. Elle ne peut plus importer les matériaux, les métaux, les pièces détachées dont elle a besoin, en particulier pour son industrie militaire. On voit que les livraisons d'armes, effectivement, permettent aux Ukrainiens aujourd'hui de lancer, déjà, de défendre leur territoire et de lancer des contre-offensives simultanées qui ont remporté des victoires. Donc il faut rester calme, il faut rester uni, il faut continuer dans cette voie de soutien à l'Ukraine qui porte ses fruits. La diplomatie, c'est un rapport de force. La diplomatie, c'est imposer à l'agresseur, effectivement, à un moment, de comprendre qu'il n'a pas d'autre voie, peut-être, que de se mettre à la table des négociations. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis des mois. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron et d'autres, Olaf Scholz et d'autres, se sont rendus à Moscou et à Kiev avant le début du conflit. C'est Vladimir Poutine qui a fermé la porte à la diplomatie. C'est toujours le cas aujourd'hui. On peut peut-être l'espérer à terme, mais je crois que la France joue son rôle aussi d'intermédiaire entre les présidents Zelensky et le président Poutine. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison de le faire, mais il faut continuer à soutenir les Ukrainiens pour pouvoir espérer une issue de ce type. Il nous faut plus d'armes, il nous faut toujours des armes. C'est ce que dit aujourd'hui dans Nice Matin Lamia El Harraj, Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on a encore des armes à lui donner d'abord?
Je pense que la question ne se pose pas uniquement à la France. La France agit dans ce cadre avec ses partenaires européens et avec ses partenaires américains, avec des livraisons d'armes sans doute à intensifier. Il faut que la question se pose à cette échelle-là. Je crois que pour autant, moi je n'enlève pas un mot à ce que vous dites, il faut intensifier le soutien à l'Ukraine, puisqu'il ne faut jamais oublier que nous sommes une grande démocratie, nous avons porté des valeurs très fortes que nous continuons de défendre en tant qu'État français, et que ces valeurs ne sont pas compatibles avec le fait de soutenir ou de se dérober à nos responsabilités quand un pays, quand une démocratie, quand une nation est agressée. Donc et c'est ce qui est en train de se passer. Notre responsabilité, c'est d'une part de poursuivre des sanctions économiques et d'autre part d'envoyer des armes. C'est ce que vous oui, dites, tout à fait. J'aimerais juste quand même, pondérer un petit point. Moi, j'ai en revanche un léger doute sur la question des sanctions et des conséquences qu'elles ont sur la Russie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a rappelé dans son discours à l'ONU sur la question de la position d'un certain nombre d'États dits non alignés, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec les États non alignés de la guerre froide. C'est plutôt des États qui n'assument pas un certain nombre de responsabilités. Et là, le choix qui leur est posé, c'est la guerre ou la paix. En l'occurrence, on a tous vocation à défendre une solution qui aille vers la paix. En revanche, je vous rejoins, cette solution ne peut se trouver que dans le cadre d'un rapport de force et où on contraint quelque part la Russie à se mettre autour de la table des négociations. Les effets de ces sanctions d'ailleurs sur les Français, on va en parler avec vous, Victor Catteau, dans un instant, avec vous tous d'ailleurs, et avec Lucas qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Versailles dans les Yvelines. Bonjour Lucas. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. On vous pose cette question. Je voulais intervenir, très rapidement. Alors le premier point, je vais vous faire part d'une expérience personnelle. J'ai de la famille qui a vécu en Estonie. J'y suis allé régulièrement. Et ce que j'ai pu constater sur passé 1, les populations pauvres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la chute du mur de Berlin puis la fin de l'URSS, ces pays-là ont fait venir de l'étranger via des fiscalités arrangeantes des entreprises. Notamment Skype en Estonie, d'autres grosses entreprises. Ça, c'est dans les États baltes, effectivement, anciens États soviétiques qui sont alors beaucoup plus au nord, quand même, de la guerre. Voilà. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grosses entreprises-là ? En local, il n'y avait pas d'élite formée. Donc, ils ont fait venir des élites de l'étranger, qu'on fait venir une inflation que la population locale ne peut plus soutenir. Et moi, que j'allais en Estonie, je peux vous faire part de ma curiosité, parce que j'avais étudié le russe, donc je reconnais le russe et l'estonien. Les populations pauvres parlaient russe, et regretter l'URSS, parce que du temps du TRS, ils avaient un travail, ils étaient logés, ils étaient nourris et ils allaient à l'école. Par ailleurs, j'écoutais hier sur LCP un général qui disait que si on n'avait pas soutenu l'Ukraine, en 3 jours, effectivement, comme l'avait dit Poutine, la guerre aurait été finie. Et ce qui se passe, c'est que là, il faut aussi réfléchir à quelles sont les conséquences de soutenir encore plus l'Ukraine. Mais je vous propose justement qu'on pose votre question sur les conséquences et puis aussi qu'on vienne sur votre témoignage, Lucas, à nos 3 invités, si ça vous va. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 depuis Versailles, dans les Yvelines. Bon, d'abord, est-ce que l'Ukraine tiendrait toujours sur le front face à la Russie si on ne l'avait pas soutenue, d'après vous, militairement et économiquement, Victor Catteau ? Alors nous, militairement, on a toujours été effectivement mis sur la table une problématique, c'est qu'effectivement, on ne veut pas rentrer dans un rapport de co-belligérance. C'est-à-dire que vous, quand vous dites vous parlez du Rassemblement national. Tout à fait. C'est-à-dire que si effectivement la France s'engage avec des armements dans cette, même si c'est pas elle, oui, effectivement, des armes défensives, mais nous voulons effectivement restreindre ces livraisons d'armes parce que nous avons effectivement en face un pays qui est doté de l'arme nucléaire et on ne voudrait pas effectivement opposer à ce pays-là la France qui est aussi dotée d'une arme nucléaire. Alors, officiellement, on a donné des armes défensives. Malgré tout, on a donné plus d'une dizaine de canons sur des camions César. C'est pas vraiment des armes défensives, c'est des armes offensives. Ça marche très bien, c'est le meilleur camion du monde. Camion du monde, pardonnez-moi. Il faut arrêter de les livrer. Le problème, c'est qu'effectivement, je pense qu'effectivement, la solution, si on veut éviter un conflit mondial, il faut éviter effectivement que les pays qui sont dotés d'une arme nucléaire, comme la France et comme d'autres États, puissent participer activement en livrant des armes à l'Ukraine dans ce conflit armé. La réponse de Benjamin Haddad. C'est un très beau discours de capitulation. La vérité, c'est que le Rassemblement national va plus loin que le discours de la Russie. La Russie ne dit pas que nous sommes co-belligérants. Et nous ne sommes pas co-belligérants. Pourquoi ? C'est quoi la définition d'abord du terme co-belligérant ? C'est un terme qu'on a entendu beaucoup. Mais c'est très simple. Il n'y a pas de soldats français en Ukraine. Il n'y a pas de confrontation directe entre la France et la Russie. Nous livrons des armes pour donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Mais c'est comme, d'une certaine façon, quand on vend des armes. Quand on vend des armes qui sont utilisées dans des conflits, on peut avoir d'ailleurs un débat sur la question, mais nous ne sommes pas co-belligérants.
Bon, il y a eu un débat au début du conflit d'ailleurs, puisque le président Zelensky demandait à l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du ciel ukrainien. Nous avons refusé, je pense à juste titre, puisqu'effectivement là, on aurait pu se retrouver dans une situation avec des avions de l'OTAN face à des avions russes dans le ciel ukrainien. Et là, effectivement, on peut se retrouver dans un cadre d'escalade qui peut aller très loin. Si je ne m'abuse, la dernière zone d'exclusion aérienne à laquelle la France a participé, c'était dans le ciel libyen, et de facto, on s'est retrouvé en guerre en fait avec le régime libyen. Absolument. Donc là, on a refusé cette zone d'exclusion aérienne, justement pour éviter de se retrouver... Donc on n'est pas en guerre avec la Russie? Non. On n'est pas en guerre avec la Russie. Nous ne sommes pas en guerre. La Russie a agressé et a déclaré officieusement, du moins, la guerre à l'Ukraine. Nous aidons les Ukrainiens à se défendre, mais nous ne sommes pas en guerre, et donc il n'y a pas de risque d'escalade ou comme le décret de Rassemblement national. Et encore une fois, Vladimir Poutine ne dit pas que nous sommes co-belligérants, on va plus loin là que ces éléments de langage. Avant de donner la parole à l'ami Al-Harraj, Victor Kato. Et moi je pense qu'effectivement, et c'est ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on participe, de façon même indirecte, à une guerre, en livrant des armes à un pays qui est confronté à un pays en guerre, on participe de facto finalement à cette guerre. Et malgré tout, les Russes ne disent pas qu'on est en guerre avec eux. Pour l'instant, mais effectivement, l'idée c'est effectivement de vous permettre... avez peur qu'il y ait une escalade et que la France se retrouve en guerre. Depuis le début, Vladimir Poutine était sur la surenchère, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, il menaçait tout doucement, et on en arrive aujourd'hui à la menace nucléaire. Et je pense que l'idée aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir un débat serein, des discussions qui s'apaisent, et qu'on puisse vraiment négocier et avoir de la diplomatie avec la Russie. L'ami Al-Harraj. Mais ça, c'est un vœu pieux, en fait. Si vous voulez, je pense qu'on peut se cacher derrière son petit doigt tant qu'on veut. La réalité, c'est que quand on est un tout petit peu pragmatique et qu'on regarde la situation en face, on se rend compte que le dialogue, il n'est pas possible. Loin de moi l'idée d'être un soutien d'Emmanuel Macron. Pour autant, je reconnais que globalement, à l'échelle européenne, le dialogue a été ouvert de façon unilatérale, puisque du côté des Russes, il n'y avait pas vraiment de volonté de dialogue. La question de l'appel à la paix, là aussi, c'est un vœu pieux. Évidemment qu'on veut tous la paix. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation qui doit nous alerter. On va revenir tout à l'heure sur la question plus globale européenne, et notamment les élections italiennes. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est confronté à une situation mondiale qui est en pleine évolution, avec une redistribution des cartes sur le plan géopolitique, avec aujourd'hui des nouveaux rapports de force qui s'instaurent, peut-être une nouvelle hiérarchisation, si je puis dire, dans ces rapports de force. Et ça doit nous interpeller sur quel monde on veut demain. Et c'est pas naïf de ma part que de dire ça, mais quel monde on veut demain. Quel est le choix qu'on va faire à l'échelle européenne? Qui on soutient? Est-ce qu'on se tient du côté des démocraties et des populations agressées, et du côté des valeurs qui sont celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui sont des valeurs françaises très fortes, qui sont notre devise républicaine? Est-ce qu'on continue de soutenir le vœu de paix qui était à la base de la création de l'ONU? Ou est-ce qu'à un moment, on considère que des rapports de force économiques qui peuvent nous être défavorables, nous amènent à aller plutôt du côté des agresseurs, en l'occurrence des Russes? Et c'est ça, pardon, je veux juste finir là-dessus, parce que vous l'avez évoqué au début, les sanctions commence à se faire sentir aussi dans notre pays. L'inflation, les difficultés d'approvisionnement, les difficultés économiques, un hiver difficile qui s'annonce. Mais à un moment, je crois que la question qui se pose à nous aussi, c'est quel est le prix de cette liberté-là? Quel est le prix des valeurs qu'on porte? Et est-ce que ça en vaut le coup? Moi, je pense que oui. Discours d'Emmanuel Macron cet été qui avait fait d'ailleurs réagir. Il avait parlé justement du prix de la liberté. On va en reparler dans un instant, ça peut arriver. 0826 300 300. On est démocrates et républicains. Mohamed nous appelle de Perpignan. Mohamed aussi est démocrate et républicain, on l'espère. En tout cas, vous nous appelez de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour à vous, Mohamed. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à vous invités, aux auditeurs. Voilà, moi ce que je pense de cette guerre, j'ai l'impression que l'Ukraine doit se défendre, l'Europe et les États-Unis doivent fournir le nécessaire d'armement pour défendre leur territoire, mais en même temps j'ai l'impression que Zelensky, c'est un va-t-en-guerre, j'ai l'impression qu'il c'est un beau parleur, il gonfle les muscles, il est comme les Américains. Et les Américains sont des va-t-en-guerre. Et j'ai l'impression que Poutine mérite vraiment de passer devant un tribunal international pour être jugé. Mais en même temps, je m'aperçois qu'on est en train d'humilier le peuple russe. Et demain, Vladimir Poutine ne sera plus là, mais le peuple russe sera là. Et c'est un pays de 140 ou 149 millions d'habitants. Et peut-être il faudra reconstruire le pays, il faudra le réindustrialiser. Peut-être que on est trop va-t-en-guerre. Demain, on risque de nous le faire payer.
comme en Russie, comme en Afrique d'ailleurs, qu'on risque de nous couper l'herbe sous les pieds. Je pense qu'il faut penser au peuple russe et qui souffre. Et quand j'entends sur des chaînes de télévision, notamment sur LCI, le comportement des commentateurs ukrainiens qui insultent les Russes, la France et LCI ne dit rien, je trouve que c'est lamentable. Bon, vous êtes sur Sud Radio, en tout cas, la Mohamed. Allons plus dans la direction de la diplomatie. Le message, en tout cas, Mohamed, est passé. D'ailleurs, sur Sud Radio, personne n'insulte personne. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Perpignan. Bon, ménager nos relations avec le peuple russe pour demain, effectivement, elles sont particulièrement entachées. Victor Kato, mais il y a aussi les relations avec le peuple ukrainien. Alors oui, mais de toute manière, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer effectivement Vladimir Poutine et la Russie. Et comme le dit Mohamed parfaitement, c'est-à-dire que demain, la Russie sera encore là pendant des décennies, des centaines d'années. Et il faut effectivement, faut prendre en considération effectivement qu'il ne faut pas s'en prendre à la Russie en tant que peuple, et qu'effectivement la personne qui est effectivement l'agresseur et qui est responsable ici du conflit est bien Vladimir Poutine. Et donc effectivement, je rejoins Mohamed quand il explique cette position. Et c'est pour ça que c'est important effectivement de prendre en considération également le peuple russe et le peuple ukrainien dans les décisions qu'on prend chaque jour en politique. Benjamin Haddad. Vous savez, je crois que le soutien à l'Ukraine, c'est un de ces cas où notre responsabilité morale et notre intérêt stratégique se rejoignent. Notre responsabilité morale en tant que démocratie européenne, d'aider un peuple souverain à défendre sa liberté face à une agression injustifiée. Et notre intérêt stratégique, parce que si nous ne faisions pas ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les sanctions, les livraisons d'armes, mais il n'y aurait pas la paix. Il y aurait aujourd'hui une guerre plus violente, qui aurait un coût plus important. Elle serait peut-être terminée aussi, la guerre. Peut-être que les Russes auraient déjà gagné. L'objectif de la Russie, initialement, c'était d'occuper l'intégralité du territoire ukrainien. Il faut se rappeler, ils avaient lancé un raid sur Kiev, qui a été repoussé. Le président Zelensky est resté. Aujourd'hui, on pourrait imaginer une guerre. Les Ukrainiens se seraient défendus de toute façon. Et ils avaient préparé des guerres de guérilla dans les grandes villes comme Kiev. On aurait une guerre qui aurait été encore plus désastreuse sur le plan humanitaire, sur le plan économique, avec des ramifications internationales plus vastes, et un encouragement à l'agression encore plus important de la Russie, peut-être même face à des pays dont on a parlé tout à l'heure, comme l'Estonie, qui avait déjà été victime d'ailleurs de cyberattaques massives de la part de la Russie. Nous n'avons pas choisi cette agression. Il n'y a pas de solution miracle, de bouton sur lequel on peut appuyer pour pouvoir espérer la paix. On essaie de la contenir, on essaie de forcer la Russie à l'arrêter ou à se mettre peut-être à un moment avec bonne volonté à la table des négociations, mais il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Quand je vous écoute, Benjamin Haddad, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'une défaite militaire à terme de la Russie dans cette guerre. Alors, une défaite militaire ou une défaite politique, c'est-à-dire Vladimir Poutine qui comprend qu'il n'a plus aucune issue et qui là peut-être se met autour de la table des négociations. Je suis assez sceptique parce que il s'y dérobe depuis des années, mais effectivement une défaite militaire où on donne les moyens aux Ukrainiens de reconquérir leur territoire. Vous savez, Raymond Aron disait que dans les relations internationales, on ne choisit pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Nous n'avons pas choisi cette situation de guerre. On essaie aujourd'hui d'y trouver une solution et d'éviter le détestable, en tout cas de votre point de vue. Parlons quand même des conséquences parce qu'elles sont très importantes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on en débat tant que ça. Les conséquences pour les Français de cette guerre, conséquences indirectes, conséquences économiques, aggravation d'une inflation qui était déjà inquiétante au sortir des différents confinements. Est-ce qu'on a les moyens de poursuivre ce bras de fer avec la Russie, les moyens économiques de le faire longtemps, l'ami à la rage? Alors, de le faire longtemps, je ne saurais pas vous dire, puisque de toute façon, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan humain, on a plutôt intérêt à ce que cette guerre s'arrête rapidement. Ça, on a tous intérêt. Puisque derrière ça, il ne faut pas oublier non plus qu'effectivement, nous, on va souffrir de ruptures d'approvisionnement éventuelles en gaz, ou en tout cas, on aura des difficultés plus importantes à se chauffer cet hiver. Mais à côté de ça, mais il y a aussi des enfants et des civils qui meurent actuellement en Ukraine. Un pays qui est condamnés, des enfants qui n'ont absolument aucune perspective demain, parce que potentiellement demain ils seront morts. En fait, c'est ça le choix aujourd'hui qui se pose à nous. Donc, à la limite, baisser le chauffage ou alors avoir une panne de courant pour vous, si le prix pour ça, si le prix de la défense des civils ukrainiens, de la liberté ukrainienne, de la démocratie européenne, c'est de baisser le chauffage de 2 degrés, oui, je pense qu'on peut se le permettre. À côté de ça, il va y avoir la volonté politique
qui va être celle du gouvernement actuel français, de réussir à maintenir le pouvoir de vivre des Français. Et ça va au-delà de la conjoncture liée à cette guerre. Je me permets quand même de rappeler que depuis maintenant quelques temps, et on le voit dans les difficultés de recrutement qu'on a, il y a un problème de décorrélation entre le niveau de vie des Français et le niveau des salaires en France. Donc ça, c'est une question un peu plus globale qui se pose à nous, et je ne voudrais pas que la guerre actuelle, la situation économique difficile qui en découle en partie, soit occulte un côté un peu plus compliqué qui est celui des niveaux de salaire. Et celui du pouvoir d'achat. Je voudrais juste dire un mot, excusez-moi, pardon, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la Russie. Est-ce que cette guerre nous concerne ? Je me permets quand même de rappeler que le 13 septembre dernier, il y a eu des accusations très graves qui ont été portées sur la question du financement d'un certain nombre de partis politiques à travers le monde par les forces pro-russes, par la Russie, et qui viennent perturber le déroulement des démocraties. En France, on est concerné, puisqu'il y a eu des soupçons à l'encontre du Front National, ici représenté. L'Italie est également concernée, avec toujours souvent quand même des partis plutôt d'extrême droite, des partis populistes, qui se retrouvent avec des soupçons de financement illégaux. Les sénateurs socialistes ont porté une volonté d'avoir une commission d'enquête sur ces sujets-là. J'espère que le gouvernement y sera favorable. J'espère que cette commission d'enquête pourra avoir lieu et qu'elle permettra de savoir ce qu'il en est exactement. Parce que ça peut-être expliquer certaines positions, par exemple de Marine Le Pen, pour ne pas la citer. Alors, la sur la situation réponse d'un des mises en cause, Victor Cateau, d'abord, êtes-vous financé par la Russie ? D'autre part, si jamais une commission parlementaire enquête sur le financement russe de certains partis, est-ce que vous êtes prêt ? On parle de 300 millions d'euros. Alors, premièrement, on nous parle de financement du parti politique. Il faut savoir qu'effectivement, donc en 2017, Emmanuel Macron avait promis une banque de la démocratie pour financer effectivement les campagnes, notamment des partis politiques au moment des élections présidentielles. Elle n'a pas été créée. Donc ça, c'était effectivement une faute. Et effectivement, quand on c'est autre chose. Quand on n'arrive pas effectivement à se financer en France, et quand on a l'intégralité des banques françaises qui nous refusent des prêts, on est obligé d'aller voir à l'étranger. Effectivement, en 2017, on a eu un prêt en Russie. C'était pas d'ailleurs le cas en 2022 où c'était en Hongrie, mais effectivement, on a dû aller voir ailleurs, et parce qu'on n'avait pas le choix et parce que le gouvernement ne nous aidait pas. Sur la partie, on ne parle pas de prêts légaux. Hein. On parle de financement occulte. Sur la partie qui concerne notamment la commission d'enquête. Et ben d'ailleurs, Marine Le Pen et d'ailleurs d'ailleurs Jean-Philippe Tanguy ont proposé effectivement une résolution à l'Assemblée nationale pour faire une commission d'enquête, et nous sommes tout à fait prêts à ce qu'une commission d'enquête soit faite à l'Assemblée nationale et pour faire un maximum de transparence sur tous les partis politiques. Nous n'avons aucun. Vous n'avez pas de rouble dans vos comptes. Il n'y a rien à cacher au Rassemblement national, mais par contre, nous serons très heureux de voir s'il n'y a pas des liens des liens étroits qui peuvent avoir entre, je sais pas moi, par exemple la majorité présidentielle et l'Amérique avec les cabinets McKinsey notamment, voir s'il n'y a pas des corrélations entre des députés de la majorité et la Chine, notamment sur certains votes qui concernent Pékin. Opération transparence pour tout le monde. Pour tout le monde, je pense que c'est la nécessité. Il y a une envie de transparence en France depuis des années, et il faut mettre du coup les pieds dans le plat aujourd'hui. Ah mais moi je suis tout à fait favorable à la transparence, et effectivement on aura peut-être des révélations. Bon, on sait en effet que le Front National est allé se financer en Russie. Officiel. Alors parce qu'on a l'impression que quand il n'y a pas de banque en France, il n'y a aucune autre alternative dans le système financier international que la Russie. Il n'y a pas de banque anglaise, il n'y a pas de banque allemande, il n'y a pas de banque italienne. Bon, donc on va en Russie, et après on va dans la Hongrie de Viktor Orban. Bon, et les services américains disent que 300 millions de dollars auraient été dépensés par la Russie pour financer des partis politiques, notamment populistes pro-russes d'extrême droite en Europe. La Commission, alors le Parlement européen déjà, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'ingérence étrangère, sur les questions de désinformation, a décidé de plancher là-dessus. Et notre Commission des lois, sous la présidence de Sacha Houlié, a aussi annoncé qu'on travaillerait sur toute forme d'ingérence étrangère. Donc on inclura aussi, par exemple, la Chine. Par exemple la Chine, ou par exemple pourquoi pas les États-Unis, n'importe quel autre parti. En tout cas, on n'aura pas le temps de parler du pouvoir d'achat des Français dans le contexte de ces sanctions, c'est malheureux, mais effectivement dans un instant on va parler de ce qui se passe en Italie. Vous parliez de banque italienne à l'instant, Benjamin Haddad. On va parler des élections italiennes. La favorite s'appelle Giorgia Meloni, son parti s'appelle Fratelli d'Italia. C'est un parti qui descend concrètement des partis néofascistes. C'est l'affiliation politique dans ce pays, effectivement. D'ailleurs, le terme fasciste n'a pas tout à fait la même connotation en Italie qu'en France. Est-ce que l'Europe est en train de virer à droite toute ? Après la Suède, peut-être l'Italie demain. On en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.
Elle s'appelle Giorgia Meloni. Elle représente le parti Fratelli d'Italia, un parti à la droite de la droite qui descend en ligne directe d'ailleurs du parti néofasciste qui s'appelait le Mouvement social italien à l'époque. Giorgia Meloni est la favorite des élections générales italiennes. Si un parti à la droite de la droite gagnait les élections demain soir en Italie, ce serait un pays de plus à la suite de ce qui s'est passé en Suède avec une alliance de droite et d'extrême droite. Question qu'on vous pose, est-ce que l'Europe est en train de virer à droite toute et surtout pourquoi? Tiens, Victor Cato. Alors effectivement, ça serait une belle victoire. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a eu la Hongrie avant-hier, on a eu la Suède hier, et on aura peut-être demain effectivement l'Italie. Mais nous, on n'est pas dans les clivages gauche-droite. On estime qu'effectivement, ces dépages sont dépassés tant au niveau national qu'au niveau européen. Elle n'est pas spécialement à gauche. Effectivement, mais aujourd'hui, alors effectivement, il y a des thématiques qu'on peut effectivement avoir des divergences là-dessus. Mais nous, on part du principe qu'effectivement aujourd'hui, tant au niveau national qu'au niveau européen, il y a une divergence qui se fait au niveau des mondialistes et des européistes, qui sont incarnés en France notamment par Emmanuel Macron. Et les patriotes et le camp national qui sont notamment incarnés en France par Marine Le Pen. On peut que soutenir. C'est une femme qui défend son peuple, elle est appréciée de son peuple, elle défend la nation, elle défend la protection, elle défend la souveraineté. Et c'est des thématiques qu'on retrouve en France. Elle est très pro-ukrainienne par ailleurs, parce que très favorable à l'OTAN, peut-être pour des raisons d'ailleurs différentes des partisans de l'OTAN en France, mais malgré tout, c'est pas forcément le même. Elle dit pas du tout la même chose de l'attitude que devrait avoir l'Italie à l'égard de la Russie que le Rassemblement national, par exemple. Oui, mais après, chaque pays défend aussi ses intérêts. Ça veut dire, effectivement, on n'aura jamais les mêmes intérêts. On est tous des pays différents, on a tous des intérêts économiques différents, des intérêts aussi en termes comment dire ça, de fraternité entre les pays différents. Et donc, effectivement, c'est des positions qu'elle peut avoir. Et nous, finalement, on se retrouve pas dans les élections italiennes. C'est pas à nous à agir. Le peuple est souverain et décidera par lui-même finalement ce week-end. Mais effectivement, je pense que les thématiques qui sont abordées, qui sont posées sur la table par le parti qui est le sien, sont des thématiques qu'on retrouve partout en Europe et qui sont partagées par grand nombre de. Benjamin Haddad. Non, moi je suis très inquiet de voir l'émergence de l'extrême droite, que ce soit en Italie, que ce soit en Suède. Il y a plusieurs facteurs. Déjà de voir surtout en fait l'effondrement des partis modérés. Parce que ce qu'on voit en Suède comme en Italie, c'est que la droite classique a décidé non seulement de s'allier, mais de se mettre sous l'égide de la droite extrême. Il y a des digues qui sautent. Les démocrates suédois sont devenus d'une certaine façon aujourd'hui les nouveaux dirigeants de la droite, même s'ils ne gouvernent pas, mais en réalité ils sont le principal parti de la majorité aujourd'hui au pouvoir. En En Italie c'est pas nouveau. Non, en Italie ça date de 94, l'alliance entre la droite et l'extrême droite. C'était déjà le cas effectivement avec Salvini, mais avec la Ligue, c'est Berlusconi qui avait fait dans une large mesure sauter ces ligues, on le voit, mais sauf que la différence c'est qu'aujourd'hui Berlusconi est le parti minoritaire de cette coalition. Donc, quand vous faites alliance avec des partis extrêmes en espérant les maîtriser, les contrôler, les modérer au pouvoir, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec une partie de la gauche qui a décidé de faire alliance avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce qu'on pourrait voir si les digues sautaient entre la droite républicaine, modérée, européenne en France et une partie de l'extrême droite. Je trouve ça très inquiétant. Après, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour nous autres Européens. Si on prend la question de l'Italie, où on a vu une montée des mouvements populistes de droite comme de gauche depuis quelques années, je crois que lors de la crise migratoire, on avait un peu abandonné les Italiens. On avait manqué de solidarité au niveau européen. On a fait Schengen, qui est une avancée extraordinaire au niveau européen, à la fin des frontières nationales, sans se donner les moyens, les ressources de maîtriser nos frontières extérieures. Il est arrivé plus d'une fois que les gendarmes français reconduisent discrètement des migrants qui venaient de France de l'autre côté de la frontière. Et on a laissé les Italiens, comme les Grecs d'ailleurs, seuls face à ce défi migratoire qui était le défi de toute l'Europe. Pareil pour les questions de pouvoir d'achat. Donc c'est un avertissement pour nous tous. Il faut le voir, il faut le prendre très au sérieux et aussi en tirer les conséquences. Et le résultat, ce sera demain soir. Le mot de la fin, Lamia El Harraj. Mais moi, je suis extrêmement inquiète de ce qui est en train de se passer. Les populistes d'extrême droite, effectivement, sont en train de gagner du terrain, en France aussi. Et moi, quand je vous écoute, Benjamin Haddad, je vous renvoie aussi à la responsabilité qui est celle aujourd'hui de votre groupe politique et plus globalement de votre famille politique en France. En France, évidemment, pas en Italie.
Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui est en train de se passer en France est extrêmement inquiétant, notamment pour les prochaines élections, où j'ai le sentiment que votre groupe parlementaire sert un petit peu de marchepied et prépare potentiellement une forme d'acclimatation du pays à cette extrême droite. Ce qui s'est passé sur les votes de la vice-présidence à l'Assemblée nationale, ce qui se passe où je crois qu'il y a une équipe de foot parlementaire qui est très inclusive, parce que vous ne voyez pas pourquoi vous n'inviteriez pas les députés RN. Bon, écoutez, c'est un choix vous joueriez pas au football important. avec Victor Cato? Simplement, non. Voilà. Et pas que au football. La démocratie. Au-delà de ça, oui, en démocratie, en fait, je pense qu'il faut défendre le camp républicain, et je pense que l'extrême droite n'en fait pas partie. Ce qui est en train de se passer en Italie et plus globalement en Europe s'appuie aussi sur un délitement aujourd'hui institutionnel et sur une perte de confiance de la population vis-à-vis des politiques. Et enfin, la baisse du pouvoir de vivre aussi participe à ça. Mais on est sur le mot de la fin. Mais on parlera justement du pouvoir de vivre d'ailleurs dans quelques jours, toute la semaine, toute l'année d'ailleurs sur Sud Radio. Merci à tous les trois. Lamia El Harraj qu'on entendait à l'instant, porte-parole du Parti Socialiste, Victor Cato, député Rassemblement National du Nord, Benjamin Haddad, porte-parole de Renaissance et député de Paris. Tiens, le pouvoir de rouler, c'est aussi une manière de vivre. C'est dans quelques minutes. On parle auto avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc.